Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose et on cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux ou autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Autre chose, cet épisode, il fait partie d'une série sur la colonisation française, son histoire et ses conséquences passées et présentes. Il n'y a pas d'ordre précis, tous les épisodes s'écoutent indépendamment les uns des autres. Je tiens à préciser que je suis une femme blanche, que je ne suis ni historienne, ni spécialisée en études post- ou décoloniales. Et que, de la France, je connais que la Corse et l'Hexagone. Ainsi, je peux avoir des biais ou dire des bêtises. Pourquoi faire cette série d'épisodes alors ? D'abord parce que je veux apprendre. Apprendre sur mon passé pour comprendre les problématiques actuelles. Ensuite parce que je veux partager des connaissances. Combien de fois ai-je entendu dire que la colonisation était soi-disant terminée ? Que tout ça, c'était du passé et qu'il fallait arrêter de sans arrêt le ressasser ? Combien de fois ai-je entendu des soi-disant nationalistes voulant défendre une France fantasmée sans pour autant connaître ses véritables habitantes ? Comment parler au nom des Françaises sans les connaître ? Enfin, parce que tout est politique. Notre histoire et notre identité française le sont également. Et je veux pas que certaines s'approprient notre roman national et le détournent pour servir leurs intérêts idéologiques. Voilà les grandes lignes. Et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute. Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple. C'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes ? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans ? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. Quand on me demande d'où je viens, ça dépend vraiment du contexte. Si je parle à des personnes qui ne connaissent pas la géographie des territoires français, je dis souvent que je suis française. Parfois, je dis que je suis française caribéenne. Parfois, je dis simplement que je suis caribéenne. En réalité, mon identité est multiple, mais au fond, je me sens caribéenne avant tout. Et être juste française ne me correspond pas complètement. Moi, je suis saint-martinoise, caribéenne et française. C'est un mélange. Je me sens pas du tout proche de l'Hexagone de par la culture, la façon de penser. On a une façon de penser qui est extrêmement insulaire. Ce qui me relie le plus à mon identité, c'est la culture, la langue, la musique, la nourriture, la famille, la manière de vivre ensemble. C'est un ensemble. Quand je vis en métropole, je ressens une familiarité, mais pas totalement un sentiment de chez moi. Moi, je me suis déjà sentie invisible, stéréotypée ou mal comprise. Et en tant que femme noire, caribéenne, avec un accent, je me sens souvent légèrement en dehors. Je ne me sens pas toujours vue ni comprise. Il y a une forme de déconnexion entre quelqu'un qui a grandi en métropole et quelqu'un qui a grandi dans un territoire ultramarin. Et la France représente à la fois des opportunités et une forme de protection institutionnelle, mais elle représente aussi une distance et parfois un manque de compréhension des réalités ultramarines. Je vous retrouve pour le 5e épisode de ma série sur la colonisation française, son histoire et ses conséquences. Et aujourd'hui, on va parler d'un territoire qui se trouve à presque 7000 km de Reims. 7000 km à peu près, c'est la distance qui sépare Reims de Marigot, chef-lieu de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est une île située dans le sud des Caraïbes, au nord de Saint-Barthélemy et au sud d'Anguilla.
Saint-Martin, c'est une collectivité d'outre-mer, une COM, depuis 2007. Elle est gouvernée par un conseil territorial de 23 membres élus pour 5 ans, et c'est ce même conseil qui élit un ou une présidente, ainsi qu'un conseil exécutif. Saint-Martin, c'est une île qui est représentée au Sénat par Annick Petrus, membre du groupe Les Républicains, et à l'Assemblée nationale par Franck Gups, député qu'elle partage avec Saint-Barthélemy, et qui est membre du groupe Les Démocrates, rattaché au groupe présidentiel. Aux yeux de l'Union européenne, Saint-Martin, c'est une RUP, donc une région ultra-périphérique, comme la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe. Aussi, depuis les années 2010, Saint-Martin, elle s'est dotée d'une instance de dialogue avec la partie néerlandaise de l'île, qui prend la forme d'une commission de coopération où sont discutés des sujets d'intérêt commun, comme la sécurité, le transport ou l'aménagement du territoire. Mais d'ailleurs, c'est quoi cette histoire avec les Pays-Bas ? En fait, l'île de Saint-Martin, elle est divisée en 2 parties, avec au sud la partie néerlandaise, Sint Maarten, et au nord la partie française, Saint-Martin. Cette partition, elle a une incidence sur les phénomènes démographiques et économiques de l'île. Elle participe à l'attractivité et au dynamisme de l'île. Cette frontière, davantage politique et symbolique que physique, elle n'empêche pas les biens et les personnes de circuler librement entre les 2 côtés de l'île. Évidemment, cette partition, elle a des conséquences sur les langues parlées sur l'île. La langue dominante, c'est bien sûr l'anglais caribéen, parce que cette communauté hétérogène, très proche géographiquement et donc culturellement du monde anglo-saxon, elle a pris l'habitude de communiquer en anglais. Concrètement, du côté néerlandais, l'enseignement il se fait d'abord en anglais, puis en néerlandais. Parfois, les néerlandaises apprennent aussi le français, ce qui participe au développement de la francophonie sur l'île. Du côté français, on apprend d'abord le français, puis l'anglais, à l'inverse des pratiques quotidiennes des habitantes de l'île. À l'école, clairement, c'est compliqué de gérer parce que, bien que le français, ça soit la langue officielle reconnue juridiquement par la France, à l'oral, dans la vie de tous les jours, c'est l'anglais saint-martinois qui domine. 2, dans cet environnement multiculturel, c'est assez difficile de gérer des classes. L'importation du moule pédagogique hexagonal, il n'est pas adapté au contexte du territoire. Ces difficultés, elles génèrent forcément des problèmes d'apprentissage parce que les méthodes pédagogiques, elles sont peu appropriées à des élèves dont le français est une langue secondaire. En 2005, le conseil municipal de Saint-Martin, il demandait déjà la reconnaissance de l'anglais comme langue de communication régionale, chose que l'État français, il a refusé, car contrairement au basque ou au créole martiniquais, l'anglais, c'est pas considéré comme une langue régionale, mais bien comme une langue étrangère. Oui, j'ai appris l'histoire caribéenne à l'école, mais aussi dans ma famille. Cependant, l'histoire de la colonisation et de l'esclavage est souvent enseignée de manière atténuée. On ne parle pas toujours de la violence réelle, ni des conséquences encore visibles aujourd'hui. On apprend énormément l'histoire des grandes puissances, parfois plus que notre propre histoire locale. Et je pense que connaître son histoire est important. Pas pour nourrir la colère, mais pour comprendre d'où l'on vient et pourquoi certaines réalités existent encore aujourd'hui. Connaître son histoire permet de mieux comprendre son identité, d'après moi. En fait, avant l'arrivée des colons, l'île, elle était peuplée notamment par des populations arawaks qui appelaient l'île terre de femmes ou terre de sel. Ensuite, vous connaissez la chanson, Christophe Colomb, il arrive sur l'île en 1493 et il la nomme Saint-Martin. La partition de l'île entre l'empire colonial néerlandais et l'empire colonial français, elle se déroule en 1648 avec le traité du Mont des Accords. En gros, cet accord, il divise géographiquement l'île et il promet de se prêter main forte en cas d'attaque ennemie. Au début du XVIIIe, les nombreux conflits régionaux, ils engendrent des changements de gouvernement fréquents, des pillages et une instabilité peu propice au développement économique du territoire. À partir du milieu du XVIIIe, le territoire il se développe économiquement et démographiquement, et ce développement il s'explique par un certain climat de paix entre les puissances coloniales, mais aussi par une administration efficace
et par l'introduction de la culture de la canne à sucre et la déportation massive de personnes esclavisées d'Afrique. Cette culture de la canne à sucre, elle va perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Après l'abolition de l'esclavage, la production sucrière, elle cesse et les échanges commerciaux y déclinent. À partir de ce moment-là, une certaine auto-administration se développe sur l'île, mêlant règles coutumières locales, vides juridiques et pratiques importées de l'étranger. Et du coup, tandis que la partie néerlandaise se dynamise, Saint-Martin stagne et sa population baisse. Ensuite, en 1939, les relations commerciales et économiques entre la partie française et la partie néerlandaise, elles se développent, notamment grâce à la suppression des droits de douane entre les deux territoires. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis y deviennent le fournisseur unique de l'île et la partie néerlandaise, elle devient par exemple une base aérienne états-unienne importante pour lutter contre les sous-marins allemands. En 1943, les États-Unis ils inaugurent l'aéroport Princesse Juliana qu'ils ont financé et qui reste à ce jour le seul aéroport international de l'île accueillant 90% des voyageuses. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'anglais, ça devient la langue véhiculaire de l'île. À partir de ce moment-là, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les choses, elles s'enchaînent. Dans les années 60, profitant de leur proximité géographique et depuis culturelle avec Saint-Martin, de riches états-uniennes achètent des résidences secondaires luxueuses sur l'île. Et même si c'est à Saint-Martin, à la fin des années 1930, qu'est construit le premier hôtel de l'île, après la guerre, dans les années 60-70, la partie française, elle manque d'investisseurs. C'est donc dans la partie néerlandaise de l'île que sont construits les gros complexes hôteliers. À la différence de Saint-Barthélemy, l'idée ici, c'est d'être dans la balnéarité de masse, tout en accueillant une clientèle majoritairement états-unienne et européenne. Dans les années 1980, notamment avec la loi Ponce de défiscalisation de 1986, le renouveau économique et démographique, la croissance de Saint-Martin, elle s'accélère. L'activité touristique, notamment le tourisme de masse, il se développe sur l'île au profit de la partie française. Exemple, en une décennie, le nombre de chambres il est multiplié par 8 côté français et par 2 seulement du côté néerlandais. Dans les années 1990, l'euphorie économique elle s'essouffle, les besoins en équipement hôtelier arrivent quasiment à saturation, et la main-d'œuvre, souvent arrivée et employée illégalement sur l'île, elle devient superflue. Néanmoins, l'économie de Saint-Martin, elle reste quand même dépendante du tourisme. En 2016, la Banque mondiale, elle estimait que l'économie touristique de Saint-Martin, elle représentait 45% de son produit intérieur brut. Le secteur touristique, c'est le premier employeur de l'île. C'est un des piliers de l'île. Et je fais juste une parenthèse, mais tant qu'on parle d'économie, Saint-Martin, c'est une collectivité qui est super endettée. Et Saint-Martin, c'est aussi l'une des collectivités les plus corrompues de France. Dans les cartographies interactives de Transparency International, l'île, elle a un indice de corruption de 95, là où la Polynésie française, deuxième territoire le plus corrompu de France sur ce classement, est à 49. Ça me semblait important de mettre en relation ces deux informations parce que on ne peut pas parler de cet endettement sans parler des prises illégales d'intérêt, des emplois fictifs ou des détournements de fonds et biens publics. Voilà, fin de la parenthèse. Du coup, cette histoire coloniale ainsi que le développement d'une économie tournée vers le tourisme, vous vous doutez bien que ça a eu des conséquences sur les populations. Saint-Martin, c'est une société cosmopolite au mode de vie marqué par des appartenances communautaires et par des quartiers hétérogènes. Pour être plus précise, c'est une société qu'on pourrait diviser en 3 catégories. D'un côté, une population blanche qui descend des colons européens aux origines diverses. De l'autre côté, une population noire qui descend des personnes esclavisées. Enfin, une population nouvellement arrivée sur l'île, qui arrive de l'Hexagone, mais aussi des autres îles des Caraïbes. Cette dernière catégorie, elle devient de plus en plus importante, ce qui provoque chez certaines une certaine nostalgie, un certain rejet des personnes qui émigrent sur l'île. Saint-Martin, c'est une société qui s'identifie souvent, d'abord, comme saint-martinoise avant d'être française ou néerlandaise. C'est des familles qui vivent d'une part et d'autre de la frontière.
Cette identité propre insulaire, elle se retrouve notamment avec des fêtes locales ou avec l'hymne saint-martinois. Il y a même une minorité des habitantes qui prônent l'unification et l'indépendance de l'île. Moi, j'ai vécu des ouragans. J'ai malheureusement assisté à l'ouragan Irma, dont un ouragan catégorie 5. Mais je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était un événement hyper traumatisant. Je me souviens surtout du chaos et de la tristesse, des gens qui perdaient tout, des familles obligées de recommencer à zéro. Parce que les gens étaient démunis, plus personne n'avait de quoi manger ou même d'argent, on n'avait plus rien. Donc les gens sont devenus très très agressifs et c'était chacun pour sa peau en fait. Mais je me souviens aussi de la solidarité, les voisins qui s'aident, les familles qui partagent ce qu'elles ont. Et nous, on avait la chance d'avoir un générateur, ce qui n'était vraiment pas le cas sur toute l'île. Ça m'a appris la résilience, ça m'a appris qu'on doit parfois travailler 2 fois plus avec 2 fois moins. Je trouve que les autorités ont réagi très très rapidement. Concernant aussi l'État français, il y a eu une aide, mais elle a parfois semblé lente ou bien inégale. Les militaires nous ont apporté de la nourriture le plus rapidement possible. Certaines choses auraient pu être mieux faites, notamment en termes de rapidité, d'équité et de soutien direct aux populations les plus vulnérables. Moi, je vais dire que ces événements marquent encore aujourd'hui la société saint-martinoise. Dans cette deuxième partie d'épisode, ça me semblait important de vous parler un peu plus longuement de l'histoire des cyclones aux Antilles et de m'arrêter sur le cyclone Irma. Cette partie, elle va donc pas uniquement concerner Saint-Martin, mais bien Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Pour commencer cette partie, j'avais envie d'introduire un champ de recherche que j'ai découvert en préparant l'épisode, celui des Disaster Studies. Les Disaster Studies, donc littéralement les études des catastrophes, elles analysent comment les sociétés elles se préparent, elles répondent et elles se remettent des catastrophes. Ces études des catastrophes, elles mettent en avant la vulnérabilité humaine et la résilience systémique des populations. Concrètement, une catastrophe, selon les Disaster Studies, c'est un événement concentré dans le temps et l'espace au cours duquel une société subit des dommages matériels, des dommages humains et des perturbations sociales. Une catastrophe, elle se découpe en 3 parties. Avant l'impact, pendant l'impact et après l'impact. Maintenant qu'on a dit ça, pourquoi c'est important pour cet épisode ? Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ce sont 2 îles qui sont, un espace propice pour l'apparition et la réception de phénomènes cycloniques. Les ouragans ou les phénomènes induits, genre les inondations ou les glissements de terrain, tout ça, ça constitue un risque majeur pour les 2 îles, exactement comme les séismes ou les éruptions volcaniques. Tout à l'heure, j'ai parlé des 3 temps des catastrophes. Là, on parle de l'avant-catastrophe parce que Saint-Martin comme Saint-Barthélemy, ce sont 2 îles qui appartiennent au bassin cyclonique nord-atlantique, qui est une des zones les plus actives en matière de cyclogenèse et qui est très exposée aux effets du changement climatique. Là, on va donc se concentrer sur les cyclones. Un cyclone, de manière très factuelle, c'est une forte dépression qui naît au-dessus des océans de la zone intertropicale. C'est un phénomène tourbillonnaire qui s'accompagne de pluies torrentielles et de vents violents. Pour qu'un cyclone se développe, il faut qu'il y ait simultanément une température de surface de la mer supérieure à 26 degrés avec une température élevée dans les 60 premiers mètres. 2. Un faible cisaillement vertical du vent horizontal dans toute la troposphère. 3. Un tourbillon absolu cyclonique dans la base troposphère. 4. Un mouvement moyen ascendant. 5. Une humidité marquée en moyenne troposphère. Et 6. Une divergence à haute altitude. Les cyclones, ils ont rien de nouveau pour les habitantes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui connaissent bien ces phénomènes et les consignes qu'elles doivent appliquer avant, pendant et après la catastrophe. Il y a eu par exemple l'ouragan Donna en 1960, l'ouragan Louis en 1995 ou l'ouragan Irma en 2017
et c'est sur ce dernier qu'on va s'arrêter. Là, on passe donc au pendant de la catastrophe, et donc l'ouragan Irma, il survient en septembre 2017. C'est un ouragan de catégorie 5, niveau le plus élevé, sur l'échelle Saffir-Simpson, et c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 1951 sur ces îles. Concrètement, l'ouragan Irma, c'est des vents moyens supérieurs à 250 km/h et des rafales qui peuvent aller jusqu'à plus de 350 km/h. Évidemment, ça a été une catastrophe. 95% du bâti a été endommagé et 21% des bâtiments ont été fortement endommagés. Pourtant, les deux îles, elles n'ont pas été touchées de la même manière. À Saint-Martin, c'est 33% du bâti qui a été détruit ou très endommagé, contre 8% à Saint-Barthélemy. À Saint-Barthélemy, le coût total des dommages assurés, il est estimé à 820 millions d'euros, ce qui est une estimation minimale au vu des nombreux biens non assurés. À Saint-Martin, l'ouragan Irma, il a fait 11 décès et le coût total des dommages assurés, il est estimé à 1,17 milliard d'euros. À Saint-Martin toujours, le trait de côte, il a reculé, notamment sur la façade la plus exposée aux houles et aux vents cycloniques. Enfin, encore et toujours à Saint-Martin, l'ouragan Irma, il a engendré plus de 65 000 tonnes de débris, soit 1,6 tonnes par habitante, l'équivalent de 3 ans de collecte normale de déchets. Si on reprend notre découpe des catastrophes, on passe maintenant à l'après-catastrophe, l'après-Irma. D'abord, au niveau fonctionnel, vous imaginez bien que restaurer les services nécessaires au bon fonctionnement des territoires, comme l'eau ou l'électricité, ça a été primordial. L'ouragan Irma, il a d'ailleurs souligné la nécessité de renforcer les capacités de certaines installations à se maintenir en cas d'événement cyclonique. La nécessité d'anticiper l'interruption, la destruction de certaines infrastructures afin de prévoir un report des services vers d'autres installations. Au niveau social ensuite, les populations, elles ont directement été impliquées et sollicitées. Il y a une certaine solidarité, plus ou moins spontanée, qui s'est mise en place et qui a été renforcée par le lien affectif des populations pour leurs îles. Les actions solidaires types, ce sont le service, mais aussi la collecte et le don. Cette solidarité, elle alimente une résilience collective et individuelle, tout en alimentant les institutions d'expérience et de savoirs locaux. Au niveau économique enfin, étant donné que les deux îles, on l'a dit, elles se structurent autour du tourisme, vous imaginez bien que les catastrophes naturelles, c'est pas super vendeur. Entre les dégâts sur les infrastructures et la dégradation de l'image paradisiaque des îles, vous vous doutez bien que c'est pas super positif. En plus, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en raison d'une urbanisation importante du littoral et des zones basses, ces zones-là, artificialisées à des fins touristiques, elles sont super vulnérables aux catastrophes naturelles. Pour soutenir la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'État, il a débloqué 500 millions d'euros, dont un peu plus de 30% pour des mesures d'urgence. La reconstruction, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long. L'idée, c'est aussi d'analyser pour mieux reconstruire. Parce que, on l'a dit, les cyclones, ils sont fréquents dans la région, et avec le dérèglement climatique, bien que les cyclones, ils seraient peut-être amenés à diminuer en fréquence, ils seraient de plus en plus intenses. Reconstruire, c'est donc aussi anticiper là où les futures catastrophes. C'est tenir compte des vulnérabilités et des risques passés, actuels et futurs. Il faut anticiper les aléas futurs, la gestion de crise, ainsi que les reconstructions récurrentes. Cette idée de reconstruction, elle va de pair avec l'injonction au Build Back Better, c'est-à-dire que cette reconstruction, elle doit permettre le relèvement des sociétés sinistrées. Elle doit permettre d'instaurer davantage de résilience, de répondre et de s'adapter aux risques présents et futurs. Dans cette perspective, les périodes de reconstruction, elles sont vues comme des fenêtres d'opportunité pour l'adaptation des sociétés. Dans cette perspective, la post-catastrophe, elle est vue comme une période propice
pour réduire les causes profondes des vulnérabilités organisationnelles, fonctionnelles et structurelles. Pour terminer cette partie sur l'ouragan Irma, mais plus généralement sur les cycles et l'étude des catastrophes naturelles, je souhaitais vous parler d'un projet, le projet T-Rex, qui mêle une douzaine de projets de recherche collectifs portant sur le climat, ses changements, ses effets et la réduction des risques hydroclimatiques associés aux Antilles depuis plus d'une vingtaine d'années. L'idée, c'est vraiment ce que le projet nomme le sharing learning, c'est-à-dire partager des apprentissages et apprendre en partageant. L'idée, c'est de partager les apprentissages, mais aussi de mettre l'accent sur la prévention. La prévention comme culture qu'il faut inculquer, mais aussi soutenir pour parvenir à modifier certaines pratiques. Si ce projet, porté plutôt par les milieux académiques, il vous intéresse, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur le site internet du projet T-Rex, que je mettrai en description. Honnêtement, c'est un site qui est super complet et qui peut être assez ludique si on laisse de côté les articles très académiques. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Je vous avoue que comme pour celui sur Saint-Barthélemy, j'ai pas trouvé énormément de ressources sur Saint-Martin, j'ai rien de trouvé de spécialement actuel. Peut-être que j'ai pas cherché au bon endroit, mais c'est vrai que j'aurais voulu en savoir davantage. Du coup, comme d'habitude, j'ai pas vraiment de conclusion, mais j'espère que vous avez maintenant une idée plus claire de Saint-Martin, mais aussi des cyclones et de leurs conséquences. J'espère que vous avez appris plein de choses, et puis n'hésitez pas à partager l'épisode si c'est le cas, ou à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, et on se dit à très vite. Bisous! Si j'ai quelque chose à rajouter, je dirais que Saint-Martin est une île qui est génialissime. Moi, je veux dire que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos de Saint-Martin, c'est notre complexité. Nous sommes multilingues, nous vivons entre plusieurs cultures. Notre identité ne se limite pas à une étiquette administrative. Être de Saint-Martin m'a donné une ouverture sur le monde très jeune.